27 décembre 1979. À Kaboul, le palais de Taj-Beg est encerclé. À l'intérieur, un homme attend la fin. C'est le président de l'Afghanistan. Il sait que les soldats qui montent les Berskechmei, s'ils montent les escaliers, ne sont pas là pour négocier. Il n'y aura aucune issue, pas de pitié, pas d'exil. Dans quelques minutes, il sera exécuté par les forces spéciales de la puissance qui était censée être son allié. Pourquoi Moscou a-t-il décidé de liquider son propre protégé? La réponse est simple. Cet homme était devenu incontrôlable. Sa mort allait déclencher une guerre de 10 ans et changer la face du monde. À l'image, des blindés soviétiques écrasent les barrières du palais. On entend les tirs de fusils automatiques. C'est le début de l'opération Storm 333. Pour comprendre ce massacre, il faut remonter le temps. Dans les années 70, l'Afghanistan est une poudrière. Le pays est coincé entre ses traditions ancestrales et une envie brutale de modernité. Le roi dirige depuis des décennies, maintenant un équilibre fragile entre les tribus et les puissances étrangères. Mais cet équilibre vole en éclats en 1973. Le changement est radical. Un cousin du roi, Mohammad Daoud Khan, profite d'un voyage du souverain en Italie pour s'emparer du pouvoir. Le coup d'État se fait sans verser de sang. La monarchie s'effondre en un jour. Daoud Khan proclame la République. Il s'installe au sommet d'une pyramide composée de militaires et de technocrates. À première vue, un changement de régime classique. Mais en réalité, c'est le début d'un chaos irréversible. Daoud Khan veut transformer le pays. Il lance des réformes massives. Il veut l'industrialisation, des écoles modernes et des droits pour les femmes. Il cherche à briser l'influence des chefs religieux dans les ministères. Sur la scène internationale, il joue un jeu dangereux. Il tente de rester neutre entre l'Union soviétique et l'Occident. Mais la géographie ne ment pas. L'Afghanistan partage des milliers de kilomètres de frontières avec l'URSS. Moscou observe chaque mouvement de Daoud avec méfiance. Les réformes du président provoquent mal la colère des conservateurs. Pour les religieux, Daoud est un traître aux valeurs de l'islam. Pour les officiers de l'armée, il ne va pas assez loin. L'erreur était interdite, mais Daoud multiplie les faux pas. Il purge ses alliés communistes, il s'isole. Dans les casernes, on prépare déjà les armes. En avril 1978, le destin de Daoud Khan bascule. La situation a empiré en quelques heures. Des chars pointent leurs canons vers le palais présidentiel. Cette fois, ce ne sera pas un coup d'État sans douleur. On voit sur les photos d'époque, les murs du palais sont criblés de balles. Daoud Khan refuse de se rendre. Il meurt les armes à la main avec toute sa famille. Les communistes prennent le pouvoir. Mais ce n'était que le début de l'escalade. 27 avril 1978. Un déluge de feu s'abat sur le palais présidentiel de Kaboul. Les officiers de l'armée afghane, ralliés au Parti démocratique populaire, lancent l'assaut final. Daoud Khan refuse de se rendre. Il saisit son arme et tire jusqu'à sa dernière cartouche avant d'être abattu dans les décombres de son bureau. Pourquoi massacrer toute sa lignée? La réponse est brutale. Les putschistes ne veulent laisser aucune trace du passé. Femmes, enfants, proches. La famille de Daoud Khan est exécutée sur place. L'objectif est clair, briser définitivement la légitimité de l'ancienne élite pour installer un régime communiste soutenu par Moscou. Le nouveau pouvoir proclame une transformation radicale de la société. Le plan est ambitieux. Les décrets s'enchaînent, expansion des droits des femmes, alphabétisation forcée, réformes agraires et sécularisation brutale. Le parti veut briser les traditions séculaires. À l'image, des femmes retirent leur voile dans les rues de Kaboul, tandis que les portraits des leaders marxistes recouvrent les murs. Mais la réalité du terrain est différente. Ces réformes se heurtent à un mur de béton. Dans les montagnes, la population rurale, profondément religieuse, voit ces changements comme une insulte à l'islam. Les paysans prennent les armes contre la collectivisation des terres. Les érudits religieux lancent des appels au djihad. La résistance armée s'organise et se propage comme une traînée de poudre. En quelques mois seulement, les campagnes basculent dans l'insurrection. Le gouvernement de Nour Mohammad Taraki, puis celui de Hafizullah Amin, perdent pied. Kaboul ne tient que grâce à l'oxygène envoyé par Moscou. L'Union soviétique injecte des millions de roubles, livre des tonnes d'armes et dépêche des conseillers militaires dans chaque ministère. La situation s'aggrave. À la fin de l'année 1979, le Kremlin est au pied du mur. Les États-Unis et les puissances occidentales commencent à financer les combattants de la liberté. Pour les dirigeants soviétiques, la chute de l'Afghanistan serait une catastrophe géopolitique en Asie centrale. Ils ne peuvent pas laisser un régime allié s'effondrer.
24 décembre 1979. L'invasion commence. C'est le lancement de l'opération Storm 333. Des colonnes de blindés traversent la frontière nord, tandis que des troupes aéroportées s'emparent de l'aéroport de Kaboul. Officiellement, l'armée rouge vient sauver le gouvernement communiste, mais en coulisses, un autre plan est en marche. Le Kremlin ne fait plus confiance à Hafizullah Amin. Il le juge instable, paranoïaque et surtout trop indépendant. Une peur hante Moscou. Et si Amin se tournait vers les Américains? Les services secrets soviétiques décident de le remplacer par Babrak Karmal, un homme de paille exilé en URSS, jugé plus docile et plus fidèle à la ligne soviétique. Mais une barrière sépare encore Karmal du pouvoir. Hafizullah Amin est toujours vivant, retranché dans son palais. Pour Moscou, le changement de direction ne peut se faire que par le sang. L'ordre est donné d'éliminer le président afghan. Ainsi a commencé l'engrenage qui allait dévaster le pays pendant une décennie. Les troupes russes étaient entrées. Le piège venait de se refermer. 24 décembre 1979. À cette date précise, le destin d'Hafizullah Amin est scellé par une exécution. Pourquoi l'URSS a-t-elle décidé d'éliminer son propre allié? La réponse est simple. Amin était devenu incontrôlable. L'opération commence dans le ciel de Kaboul. Des troupes aéroportées soviétiques descendent sur la capitale. Leur cible est claire, le palais Taj Beg. C'est ici qu'Amin s'est retranché avec sa famille et sa garde personnelle. À l'image, des parachutistes lourdement armés progressent dans le froid. Amin comprend immédiatement la situation. Ce n'est pas un renfort, c'est un coup d'État. Les forces soviétiques ne viennent pas sauver son gouvernement, elles viennent l'anéantir. Amin ne se rend pas. Il organise la défense à l'intérieur du palais. Il dispose de gardes fidèles, de fusils d'assaut et d'un système de communication radio. Il tente de passer des appels, de mobiliser des partisans, de diffuser des messages de résistance. Mais le palais Taj Beg est devenu une cage. Amin est isolé. En face, les forces soviétiques disposent d'une supériorité numérique écrasante. L'assaut est brutal. Les chars et les véhicules blindés ouvrent le feu contre les murs de la résidence. On entend le fracas des chenilles sur le béton et les explosions des canons de 30 mm. Les troupes d'élite attaquent simultanément par plusieurs directions. À première vue, une forteresse imprenable, mais en réalité, un piège mortel. La garde personnelle d'Amin est balayée en quelques minutes. La puissance de feu est trop importante. Les vitres volent en éclats. Les portes sont enfoncées à l'explosif. Dans le chaos des combats, Hafizullah Amin est tué. Sur les détails, les versions divergent. Certains rapports affirment qu'il est tombé l'arme à la main pendant la fusillade. D'autres sources indiquent qu'il a été capturé puis exécuté froidement après l'assaut. Les soviétiques verrouillent l'information. Les archives restent secrètes. Mais un fait est certain. Amin meurt au palais Taj Beg ce soir-là. Sa mort est le résultat direct de l'intervention militaire de Moscou. Mais ce n'était que le début de l'humiliation. Le corps d'Amin est traité sans aucun respect. Les soviétiques interdisent toute récupération de la dépouille. Pas de cérémonie, pas de sépulture officielle. Le cadavre est évacué et enterré dans un lieu inconnu. Cette gestion des restes prouvait une chose. L'Union soviétique voulait effacer jusqu'au souvenir d'Hafizullah Amin. L'histoire s'est arrêtée là pour le dictateur de Kaboul. 27 décembre 1979. L'objectif est simple, éliminer Hafizullah Amin. Les soviétiques ne veulent laisser aucun symbole debout. Ils craignent que l'opposition ne se rassemble autour de lui. Pour comprendre cette exécution, il faut analyser l'homme derrière le titre. Qui était réellement Hafizullah Amin? À première vue, un intellectuel formé en Occident, mais en réalité, un leader communiste radical. Né en 1929 à Kaboul, il est issu d'une famille pachtoune. Son parcours est atypique. Il étudie les mathématiques à l'université de Columbia, à New York. Il vit aux États-Unis pendant les années 50. On voit sur les archives un homme imprégné par la culture américaine. Pourtant, ses idées virent au rouge. À son retour au pays, il plonge dans la politique. Il rejoint le Parti démocratique populaire et grimpe les échelons. Avril 1978. Un coup d'État porte les communistes au pouvoir. Amin devient vice-premier ministre, puis premier ministre. En 1979, il contrôle tout. Il est à la fois président et chef du gouvernement. Le pouvoir absolu est entre ses mains. Amin lance alors une transformation brutale de la société. Il veut moderniser l'Afghanistan par la force. Ses décrets s'enchaînent. Il impose l'éducation pour les femmes. Il ordonne la collectivisation des terres agricoles. Il attaque de front les institutions religieuses pour briser leur influence.
La situation s'est aggravée instantanément. Dans les campagnes, c'est l'explosion. Les paysans refusent de céder leurs terres. Les chefs religieux dénoncent des lois contraires à l'islam. La tension est palpable. L'insurrection armée commence à s'organiser dans les montagnes. À la fin de l'année 1979, l'Afghanistan est en feu. Des régions entières sont en rébellion ouverte. Amin choisit la méthode forte, la répression devient systématique. Les services de sécurité multiplient les arrestations nocturnes. On utilise la torture dans les prisons. Les exécutions d'opposants se comptent par milliers. À l'image des fosses communes et des cellules surchargées. Amin dirige l'État, il valide les opérations. Mais cette violence est un échec tactique. Chaque exécution crée de nouveaux combattants. Chaque acte de torture pousse les neutres vers la résistance. La haine envers le régime grandit plus vite que sa capacité à réprimer. Le pays échappe totalement à son contrôle. L'erreur était interdite. En décembre 1979, l'invasion soviétique commence. Amin est désormais une cible pour ses propres alliés. Son destin est scellé. L'histoire s'est arrêtée là. 25 décembre 1979. À cette date précise, le destin de l'Afghanistan bascule dans le chaos. Le gouvernement de Hafizullah Amin ne contrôle plus que Kaboul et quelques centres urbains. Les campagnes appartiennent déjà aux insurgés. Dans les casernes, les désertions se multiplient chaque jour. L'armée s'effondre. Le régime est à l'agonie. C'est ce moment exact que choisit l'Union soviétique pour frapper. Pourquoi Moscou a-t-elle décidé d'intervenir? Ils craignaient de perdre leur influence. Mais la réalité est plus brutale. Le 27 décembre, les forces spéciales soviétiques prennent d'assaut le palais de Tajbeg. Amin est abattu. Immédiatement, les troupes de l'armée rouge se déploient dans les rues de la capitale. Elles verrouillent les ministères, les bases militaires et les centres de communication, à l'image des blindés soviétiques stationnés devant les bâtiments officiels. Babrak Karmal, l'homme choisi par Moscou, arrive à Kaboul sous escorte. Le 25 décembre, sa voix résonne à la radio nationale. Il annonce prendre le pouvoir. Karmal accuse Amin de crimes et de répression féroce contre le peuple. Il déclare que l'armée soviétique est entrée dans le pays à la demande du gouvernement afghan. Le but officiel, protéger la nation contre les menaces étrangères et la subversion interne. Cette version des faits est un mensonge total. Amin n'a jamais sollicité cette intervention. Les soldats censés le soutenir l'ont exécuté dans son propre palais. Moscou parle de défense contre l'ingérence étrangère alors qu'elle est l'unique force d'invasion sur le terrain. À première vue, un acte de solidarité socialiste, mais en réalité, une conquête impériale classique. Pour le Kremlin, ce récit est une nécessité vitale. Le mouvement communiste international doit valider cette guerre. Présenter l'invasion comme une réponse à un appel à l'aide permet de maquiller l'agression en soutien à l'autodétermination. Karmal tente de jouer la carte de la modération. Il promet de respecter les valeurs de l'islam. Il assure vouloir écouter les revendications des paysans sur les réformes agraires. Il annonce la fin des politiques les plus dures du régime précédent. Mais les discours ne changent rien aux faits. L'Afghanistan est désormais un pays sous occupation militaire. On voit sur les cartes, les soviétiques tiennent les villes et les axes routiers stratégiques. Les commandants soviétiques détiennent le vrai pouvoir. Le gouvernement afghan obéit aux conseillers politiques venus de Moscou. L'Afghanistan est devenu, dans les faits, une colonie soviétique. La réaction de la population est immédiate et violente. L'hostilité est totale. Les promesses de Karmal ne pèsent rien face à la présence des tanks étrangers dans les rues. L'insurrection, déjà active sous Amin, explose littéralement après l'invasion. Les groupes de résistance s'organisent sous le nom de Moudjahidine. Les opérations contre l'occupant se multiplient. Différentes factions émergent. Fondamentalistes islamiques, nationalistes afghans ou chefs de tribus. Tout les sépare, sauf une chose, la haine de l'occupant soviétique. Mais ce n'était que le début de l'escalade. Les États-Unis voient là une opportunité unique de frapper l'influence soviétique. Washington commence à livrer des armes et du matériel aux résistants. D'autres nations suivent le mouvement. Le Pakistan, voisin au sud et à l'est, devient la plaque tournante logistique de cette aide militaire massive. La guerre de 10 ans vient de commencer. Ainsi s'est refermé le piège afghan sur l'Union soviétique. 27 décembre 1979. C'est la date où le destin de l'Afghanistan a basculé dans le sang. L'exécution de Hafizullah Amin n'était pas un simple assassinat politique, c'était un signal brutal envoyé au monde entier. Pourquoi les soviétiques ont-ils tué leur propre allié? À première vue, Amin était un communiste fidèle, mais en réalité,
il était devenu incontrôlable. Amin voulait diriger l'Afghanistan à sa manière. Il appliquait des politiques marxistes, mais sans demander la permission à Moscou. Pour le Kremlin, c'était une trahison. Les dirigeants soviétiques ne toléraient aucune indépendance chez leurs voisins. Ils ont tranché. Ils ont éliminé Amin pour le remplacer par Babrak Karmal, un homme totalement soumis à leurs ordres. L'indépendance afghane était morte avec Amin. Ce meurtre a marqué le début d'un engrenage fatal. Ce n'était plus une simple opération spéciale, c'était le lancement d'une invasion massive. Sur les images d'archives, on voit des colonnes de blindés franchir la frontière. Des centaines de milliers de soldats soviétiques ont déferlé sur le pays. L'occupation a duré plus de 10 ans. Le bilan est terrifiant. 1 million de civils afghans tués. Plus de 15 000 soldats soviétiques morts au combat. L'URSS a brûlé ses ressources et son argent dans les montagnes afghanes. Ce conflit a vidé les caisses de l'État, à l'image des mères russes qui pleurent devant des cercueils en zinc. Le mécontentement a grandi dans la société soviétique. Cette décision d'exécuter Amin a scellé la fin de l'Union soviétique. L'effondrement économique était devenu inévitable. Mais ce n'était que le début de l'escalade mondiale. L'exécution d'Amin a brisé la détente. Les années 70 étaient une période de calme relatif entre les superpuissances. Tout a volé en éclats. En réponse, les États-Unis ont armé la résistance. On voit des missiles anti-aériens Stinger passer aux mains des insurgés afghans. Le président Jimmy Carter a lancé un programme de réarmement massif. Ronald Reagan a accéléré la cadence. La guerre froide a repris de plus belle, plus violente que jamais. Le message de Moscou était limpide. Si vous êtes un leader allié et que vous cherchez l'indépendance, vous mourrez. Les Soviétiques ont utilisé la force brute pour maintenir leur zone d'influence. La peur est devenue l'unique outil de diplomatie. Un froid glacial s'est installé sur tous les pays satellites du bloc de l'Est. On entend le sifflement des roquettes dans les vallées. Dans les semaines qui ont suivi la mort d'Amin, l'Afghanistan a sombré dans une violence sans précédent. Le pays n'était plus qu'un champ de bataille géant. La guerre totale commençait. Ainsi s'est achevée une époque. 27 décembre 1979. L'armée rouge entre en Afghanistan. Mais ce qui devait être une opération rapide se transforme immédiatement en un enfer de résistance. Les Moudjahidines entrent en scène. Était-elle une armée unie? Pas du tout. En réalité, une mosaïque de factions rivales. Ils ne sont d'accord que sur une chose, chasser l'occupant soviétique, à l'image des guerriers en sandales dans les montagnes escarpées. Pashtuns, Tadjiks, Hazaras. Certains se battent pour l'islam fondamentaliste, d'autres pour le nationalisme afghan. Ils sont divisés par l'ethnie, la religion et la politique. Mais ils connaissent chaque grotte et chaque sentier de l'Hindu Kush. Les États-Unis observent la scène depuis Washington. Pour eux, c'est l'agression soviétique de trop. La décision est prise. Il faut armer la résistance. Le programme d'aide militaire est massif. Des millions de dollars, des tonnes de munitions, des instructeurs. Sur le terrain, les agents de la CIA travaillent en main dans la main avec les services secrets pakistanais. L'objectif est simple, transformer l'Afghanistan en bourbier pour Moscou. Le tournant intervient avec une arme précise, le missile Stinger. On voit à l'écran, un combattant vise un hélicoptère avec un tube posé sur l'épaule. Un éclair, une explosion. Ces missiles solaires avancés changent tout. Les hélicoptères et les avions soviétiques tombent du ciel les uns après les autres. L'armée rouge perd sa supériorité aérienne. Le ciel n'est plus un refuge, c'est un piège. La guerre devient asymétrique. D'un côté, la puissance de feu brut de l'Union soviétique, de l'autre, la mobilité et la connaissance du terrain des Moudjahidines. C'est une impasse sanglante. Personne ne gagne, personne ne recule. La population civile paie le prix fort. Les soviétiques ne font pas de distinction. Ils utilisent des bombardements massifs et des tirs d'artillerie lourde. Des villages entiers sont rayés de la carte au moindre soupçon de soutien aux insurgés. On entend le sifflement des bombes avant le silence des ruines. Le bilan est terrifiant. Des centaines de milliers de morts. Des millions de réfugiés traversent les frontières vers le Pakistan et l'Iran. Les colonnes de civils s'étirent sur des kilomètres dans le désert. La résistance n'est pas en reste. Elle pratique elle aussi une guerre sans pitié. Les Moudjahidines exécutent ceux qu'ils soupçonnent de collaborer avec le régime pro-soviétique. La violence est partout. Elle est totale. L'exécution brutale de Hafizullah Amin au début de l'invasion n'était pas un accident, c'était un signal. Celui d'un conflit où la force brute remplace la diplomatie. Les officiers soviétiques comprennent rapidement la réalité. Envahir l'Afghanistan était facile. Le contrôler est impossible. Le conflit s'installe pour plus de 10 ans.
Une décennie de sang et de béton. L'histoire s'est figée dans les montagnes afghanes. 27 décembre 1979, l'armée rouge entre en Afghanistan. Les forces soviétiques verrouillent rapidement les grandes villes et les axes routiers stratégiques, mais le contrôle s'arrête aux frontières du béton. Dès que l'on s'éloigne des routes, l'autorité de Moscou disparaît. La campagne appartient aux insurgés. Pourquoi l'armée la plus puissante d'Europe n'arrivait-elle pas à s'imposer? La réponse tient en un mot, le relief. Les Moudjahidines utilisent pour les montagnes comme des forteresses naturelles. Ils frappent vite, puis s'évaporent dans les parois rocheuses. Les blindés soviétiques restent bloqués dans les vallées, cible facile pour des tireurs invisibles. À première vue, une occupation totale, mais en réalité, une impasse sanglante. Moscou réagit par la force brute. Le contingent militaire augmente chaque mois. Les campagnes de bombardement s'intensifient. Sur les images d'archives, on voit des villages entiers, rayés de la carte par des Sukhoi. Si un hameau est soupçonné d'abriter des rebelles, il est réduit en cendres. L'armée lance des opérations de ratissage à grande échelle dans les massifs escarpés. Les soldats fouillent chaque grotte, chaque crevasse. Mais rien ne fonctionne. La situation empire. Les insurgés s'adaptent à chaque nouvelle méthode. Si les soviétiques utilisent des hélicoptères, les rebelles changent de position de tir. Si l'armée sécurise une route, les Moudjahidines minent les sentiers adjacents. Le conflit devient un gouffre financier et humain. Au milieu des années 80, le constat est sans appel. L'Union soviétique est piégée dans une guerre qu'elle ne peut pas gagner. Le scénario rappelle un précédent historique. Les États-Unis avaient déjà payé le prix fort au Vietnam pour avoir ignoré l'hostilité d'une population et la complexité d'un terrain. Désormais, c'est au tour de l'URSS de vivre son propre cauchemar asymétrique. Les ressources nécessaires au développement économique du pays sont aspirées par le front. L'argent manque pour les usines et les infrastructures civiles. Tout part en munitions et en kérosène. Le coût est aussi politique. La société soviétique finit par découvrir la réalité. Les cercueils en zinc reviennent au pays. Le silence officiel se fissure. On commence à poser des questions dans les files d'attente des magasins. Quel est le but de ce massacre? La propagande d'État s'essouffle. Au début, les médias présentaient l'invasion comme une simple intervention nécessaire. Une aide fraternelle pour soutenir un gouvernement allié contre des menaces étrangères. La réalité du terrain a fini par briser ce récit. L'histoire s'est arrêtée là pour des milliers de soldats.